Le narrateur partage une expérience liée au sommet des Nations Unies sur le changement climatique auquel il a participé. Ce sommet réunit des praticiens de différentes traditions religieuses et spirituelles du monde entier. L'objectif est de créer des dialogues et des échanges sur leurs expériences spirituelles et de les connecter entre elles. Lors de ce sommet en Allemagne, des jeunes militants écologistes européens ont été invités à se joindre à ces discussions. Une des idées qui est ressortie est que beaucoup de ces jeunes leaders étaient ignorants de la réalité de vie de la majorité de la population mondiale qui vit dans des conditions très différentes. Le narrateur souligne également que certains d'entre eux ont une approche humaine et égocentrique des problèmes environnementaux, sans prendre en compte les processus de régulation naturelle de la Terre. Ces observations l'amènent à conclure qu'il est important de voir les problèmes de manière plus profonde et d'inclure une perspective spirituelle dans les décisions politiques. Lors d'une discussion avec un leader amérindien, il était question de la façon dont l'humanité ne reconnaît pas la complexité des événements actuels et ne prend pas en compte les conséquences du changement climatique. L'idée de reconstruire ailleurs plutôt que de rester dans les mêmes endroits était évoquée. Cependant, il était souligné que nous avons une tendance à être centrés sur l'humain et à ne pas comprendre réellement ce qui se passe. Une observation a également été faite sur un groupe de jeunes qui s'exprimaient de manière émotionnelle en formant un cercle symbolisant l'ancienne et la nouvelle Terre. Certains participants ne se sentaient pas à l'aise avec cette approche trop émotionnelle et en contradiction avec une prise de conscience plus élevée. Il était souligné que l'idée selon laquelle la Terre est fragile et doit être sauvée est immature. La Terre a un pouvoir et une présence extraordinaires, et il est conseillé de se connecter à elle sur un plan spirituel pour générer une transformation réelle. Il a également été mis en évidence que l'humanité doit changer sa façon de se comporter et d'interagir avec la Terre. Ensuite, l'attention s'est portée sur les racines du problème, en soulignant que l'Europe a perdu son harmonie avec la nature il y a environ 300 ans avec l'avènement de l'ère des Lumières et de la rationalité. Cela a conduit à une phase coloniale dans laquelle la nature était détruite. Les valeurs compétitives et destructrices de la société européenne ont été répandues dans le monde entier, entraînant un déséquilibre entre l'homme et la nature. En résumé, il est suggéré que l'humanité doit reconnaître l'importance de revenir à une relation harmonieuse avec la Terre, en se reconnectant à la nature et en la traitant comme une entité divine et puissante. La transformation réelle viendra de cette prise de conscience et de cet alignement avec des valeurs respectueuses de la Terre. Au cours des dernières centaines d'années, l'idée de la compétition destructrice s'est répandue dans le monde entier grâce à la science et nous avons été enseignés que toute croissance se déroule dans une compétition destructrice. Notre système éducatif, économique et politique est basé sur cette idée, où nous sommes élevés dans la compétition les uns contre les autres. Mais en observant la nature, on se rend compte que la compétition y est collaborative et nourricière. Cette idée de la compétition destructrice est à la racine de beaucoup de problèmes actuels tels que le racisme, la colonisation et la destruction de l'environnement. Nous devons remettre en question cette mentalité et adopter une approche plus collaborative, en pensant aux générations futures et à l'impact de nos actions sur l'environnement. Les jeunes d'aujourd'hui ne doivent pas se sentir victimes de l'état actuel de l'environnement, mais plutôt prendre conscience de leurs responsabilités et de la nécessité de changer de mentalité et d'action pour un avenir meilleur. L'auteur rapporte son retour d'un voyage où il a participé à des discussions sur les valeurs et les problèmes auxquels notre monde est confronté. Il mentionne l'idée de Sri Aurobindo selon laquelle le futur du monde dépend du choix entre les valeurs de l'Europe moderne et celles de l'Orient. L'auteur souligne également les problèmes environnementaux et économiques causés par la pollution, le déséquilibre écologique et la destruction de l'environnement, notamment en Afrique où la Chine est également très présente. Pendant le voyage en bateau sur le Rhin, différentes traditions ont été représentées et ont parlé de la symbolique des rivières et de leur énergie. L'auteur mentionne également une expérience où ils ont prié pour que la pluie cesse et qu'elle s'est effectivement arrêtée, ce qui a semblé les surprendre. Enfin, il fait référence à une manifestation organisée par des jeunes militants contre la politique américaine lors d'une visite à l'ONU. Lors d'une conférence sur le climat en Allemagne, plusieurs jeunes activistes se sont mobilisés pour exprimer leur désaccord avec l'utilisation des combustibles fossiles comme solution au problème de la pollution. Ils ont organisé des actions de protestation, comme chanter et quitter les sessions, pour attirer l'attention sur leur cause. Cependant, malgré l'énergie qu'ils ont déployée, leur impact a été limité et leurs actions n'ont fait que susciter un bref intérêt médiatique. Pendant ce temps, lors d'une séance distincte, ces personnes ont pris la parole au nom de la Terre-Mère et ont souligné la nécessité de changer notre relation avec la nature. Cette intervention a été considérée comme puissante et a suscité une réflexion sur la nécessité de changer nos pratiques. En visitant le pavillon indien, il a été remarqué que l'Inde a réalisé des progrès significatifs dans l'adoption de technologies énergétiques renouvelables, avec plus de 40% des nouvelles technologies énergétiques étant renouvelables, solaires et éoliens, au cours de l'année écoulée. Cela contraste avec le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, tandis que l'Inde s'est engagée à aller au-delà de ses engagements. Cependant, dans l'ensemble, la conférence a été jugée décevante, car les discussions n'ont pas assez approfondi les questions clés de la lutte contre le changement climatique. Les sessions étaient principalement axées sur les opportunités économiques liées au changement climatique, plutôt que sur la résolution des problèmes réels.
Les déceptions de ces jeunes activistes ont renforcé le message selon lequel les gouvernements ne suffisent pas et que chacun doit personnellement contribuer à la lutte contre le changement climatique. La conférence a également montré l'impact positif que les actions individuelles peuvent avoir. Par exemple, une femme du Zimbabwe, inspirée par une précédente conférence, a créé un mouvement dans son village qui a permis à 2000 femmes de devenir financièrement indépendantes grâce à l'agriculture durable. En résumé, alors que les jeunes activistes ont exprimé leur désaccord avec l'utilisation des combustibles fossiles, la conférence a été décevante en termes de prise de mesures significatives contre le changement climatique. Cependant, elle a souligné l'importance des actions individuelles et des initiatives locales dans la lutte pour un avenir plus durable. Dans cet extrait, l'auteur raconte une expérience avec un individu extraordinaire lors d'une réunion. Après avoir parlé de la colonisation et de ses conséquences, le groupe a été profondément touché par les paroles d'un conférencier amérindien. Cela a conduit à une remise en question de leur vision du monde et à une prise de conscience de la nécessité de changer leur manière de penser. L'auteur explique également comment, lors d'une conférence en France, il a dû trouver des moyens de parler de spiritualité sans utiliser le mot spirituel qui est souvent mal compris. Il constate que la spiritualité peut se manifester à travers des pratiques de guérison et de méditation, même si elles sont souvent considérées comme relevant du domaine du bien-être personnel. L'auteur souligne l'importance de remettre en question les distorsions que l'éducation a imposées et de se connecter à quelque chose de plus profond. Le discours abordait la question de l'identité spirituelle en évitant d'utiliser des termes directement associés à la religion. L'orateur a expliqué sa vision de la notion de divine, distincte des concepts religieux de Dieu, qu'il a rejetés. Il a également souligné l'importance de trouver un sens d'accomplissement dans la vie en se connectant au divin intérieur plutôt que de chercher à l'extérieur. L'approche éducative dans l'école de l'ashram a été brièvement mentionnée, mettant l'accent sur l'introspection et la valorisation des ressentis plutôt que sur les solutions extérieures. Le discours a reçu un retour positif, notamment un exemple où une mère a appliqué cette approche avec ses enfants, ce qui a transformé leur dynamique familiale. L'idée que le rassemblement de personnes avec une intention commune peut avoir un impact sur la conscience collective a également été évoquée. Enfin, il a été mentionné qu'en Nouvelle-Zélande, les droits du fleuve ont été reconnus en tant qu'entité consciente par le système juridique. La capacité de représenter soi-même n'existant pas pour la nature, le gouvernement nomme un représentant qui défendra les intérêts de la rivière dans toutes les décisions. Cependant, cette idée a mis du temps à se développer car le système légal imposé par la colonisation a éliminé tout ce qui ne correspondait pas à la rationalité européenne, y compris les valeurs liées à la religion. Ainsi, le système juridique est devenu réduit et objectif, ignorant la conscience de la nature. Cette approche réductionniste a été imposée partout dans le monde, ce qui explique la destruction environnementale actuelle. Dans ce système économique, la nature est considérée comme une responsabilité, tandis que la mort de la nature est un bénéfice financier. Cela conduit inévitablement à sa destruction. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de corriger les idées fondamentales qui façonnent notre société, et cela aura un effet positif sur tous les autres aspects. De plus, alors que notre civilisation moderne est obsédée par le matérialisme, cette obsession pourrait nous amener à reconnaître davantage la réalité de la matière. Cela se reflète dans le domaine scientifique, où nous explorons la structure de la matière à un niveau plus profond qu'auparavant. Cependant, il est important de ne pas perdre de vue la conscience et les interventions occultes qui peuvent également apporter des solutions. En somme, il est temps de repenser nos valeurs et notre relation avec la nature si nous voulons éviter la destruction continue de notre environnement. À mesure que nous nous détachons de notre obsession pour la matière et que nous explorons les couches plus profondes de la réalité, nous cherchons à bâtir un pont entre la matière et les domaines vitaux, mentaux et spirituels. Nous pourrons ainsi créer des alliages métalliques qui se développent comme des tissus vivants, capables de réagir émotionnellement, voire de manifester une vie plus évidente et une réponse de l'esprit. Ces idées ne relèvent pas seulement de la science-fiction, mais ont été perçues par des visionnaires. Le potentiel futur est extraordinaire et surpassera tout ce qui a été accompli par le passé en termes de maîtrise matérielle. Cependant, la société actuelle a tendance à considérer la passivité de l'âme comme un éloignement de la vie ou un néant, alors que, dans les traditions spirituelles, le silence intérieur et la méditation ont toujours été associés à une puissance et une efficacité accrues. Les compétences nécessaires pour réussir dans le futur des affaires seront intuitives et basées sur la méditation, car les décisions ne peuvent pas être prises uniquement sur la base de la logique. Les faits sont incertains, le temps est limité, les conséquences des erreurs peuvent être catastrophiques. De plus en plus de dirigeants d'entreprises pratiquent la méditation et encouragent leurs équipes à en faire de même. La passivité de l'âme est souvent perçue comme un éloignement de l'existence, mais elle peut être vue comme une ouverture vers la réalité de l'être suprême. Nous sommes souvent enfermés dans la superficialité de notre corps, de nos émotions et de notre esprit, mais si nous allons au-delà de cette surface, nous pouvons percevoir les dimensions les plus profondes de la réalité, l'activité infinie de l'être suprême. Ainsi, au-delà de notre univers physique, il existe des mondes subtils infinis, chacun avec sa propre expérience de l'univers. Chaque fine pointe de conscience a sa propre expérience de la plénitude de l'univers.
Ces mondes peuvent ne jamais se croiser, formant ainsi des couches distinctes de réalité. Par conséquent, nous sommes invités à explorer ces dimensions plus profondes de la réalité, à dépasser la superficialité et à embrasser la véritable essence de l'être suprême. Dans ce passage, l'auteur explore les deux extrêmes de la réalité, le Brahman actif et le Brahman passif. Le Brahman actif est associé à l'expérience de l'univers infini, où chaque état de conscience et chaque émotion peuvent être vécus comme un univers en soi. Le Brahman passif, en revanche, est vu comme une inertie de statut, où rien ne se passe et tout semble vide. Ces deux extrêmes semblent presque irréels les uns aux autres, mais l'auteur soutient qu'il doit y avoir un point intermédiaire où les deux peuvent être vécus simultanément. Cela permettrait de concilier les deux aspects de la réalité et de vivre une expérience complète. Cependant, l'auteur explique que nous n'avons pas atteint cet équilibre parce que nous nous sommes concentrés exclusivement sur l'un ou l'autre aspect de la réalité. En se concentrant uniquement sur la silence du Brahman passif ou sur le mouvement du Brahman actif, nous avons perdu la possibilité de vivre l'expérience complète du divin. Ainsi, l'auteur nous exhorte à trouver un point d'équilibre où nous pouvons expérimenter à la fois le silence et le mouvement, afin de réaliser pleinement notre existence et notre potentiel. Il s'agit d'une réflexion sur la nature de l'expérience humaine et de la quête de soi. L'auteur parle de la nécessité de se connaître soi-même, de goûter à la paix intérieure et de posséder son propre être. Il souligne que ces trois aspects, la connaissance de soi, le plaisir de soi et la possession de soi, sont essentiels pour une expérience de vie épanouissante. L'auteur explique également comment chaque aspect est lié à différents aspects de notre existence, la conscience corporelle, les énergies vitales et la vie mentale. Il souligne que la recherche de satisfaction dans la vie ne doit pas entraîner la perte de ces éléments essentiels, mais plutôt les inclure et les fonder comme base de notre expérience de soi. Il est suggéré qu'une approche équilibrée consiste à s'engager pleinement dans la vie tout en maintenant une connexion profonde avec soi-même. Dans ce texte, l'auteur exprime sa réflexion sur la satisfaction éphémère que l'on ressent lorsqu'on recherche constamment de nouvelles expériences excitantes. Il compare cette quête sans fin à une imitation grossière du vrai bonheur intérieur et de la connaissance de soi. Il souligne également l'importance d'un lien harmonieux entre les trois principes fondamentaux de la conscience humaine, être, conscience et félicité, pour atteindre le potentiel d'une vie divine sur Terre. Il évoque ensuite trois types de replis partiels dans l'ancien mouvement mental lorsqu'on tente de se réengager dans la vie après avoir connu des expériences profondes de transformation spirituelle. Ces replis peuvent être partiels, superficiels ou temporaires, et sont souvent une réaction à la peur de perdre ce que l'on a acquis. L'auteur souligne que ces replis sont normaux et peuvent être surmontés en se concentrant sur la transformation mentale et en maintenant un lien profond avec les autres dimensions de la conscience. L'amitié implique de partager les mêmes valeurs et de vivre selon ces valeurs. Cependant, il peut y avoir des moments où l'on réalise que ces valeurs sont fausses et superficielles. Lorsque l'on adopte de nouvelles valeurs qui sont très différentes de celles du monde qui nous entoure, cela peut causer des problèmes de communication et de compréhension avec les autres. Il est important de rester fidèle à nos propres valeurs tout en trouvant un moyen de s'adapter à ce monde. Pour cela, il faut trouver un équilibre entre la tranquillité intérieure et l'engagement avec le monde extérieur. En se concentrant sur la vérité et en réalisant la présence du divin en toute chose, nous pouvons vivre en harmonie avec les deux aspects de la réalité, l'aspect statique du silence et l'aspect dynamique du flux de la conscience. Cela nous permet de vivre pleinement et d'agir dans le monde tout en restant connectés à notre véritable être intérieur. Dans cet exercice, il est recommandé de méditer sur la notion de l'unité qui se trouve en tout, comme une présence silencieuse qui remplit tout. Cette présence n'est pas seulement présente dans l'espace et le temps, mais aussi au-delà de ces concepts. L'idée est de prendre conscience de cette présence consciente et de se connecter à elle. Cela nous prépare à ouvrir notre esprit à une expérience plus profonde. En poursuivant cet exercice, nous commençons à réaliser que cette présence est non seulement l'essence unique des choses, mais elle se manifeste également dans leurs formes multiples. Elle est à la fois le contenant qui remplit tout et la force qui se forme et se mouvoit. L'objectif ultime est de posséder pleinement notre existence en tant que cette réalité unique et de changer notre perception de la réalité. Ce changement de perspective se produit progressivement à mesure que nous nous imprégnons de cette influence. Au lieu de considérer le soi comme immuable et séparé des formes et des mutations de la nature, nous commençons à comprendre que notre véritable nature est immuable mais qu'elle devient toutes les existences que l'esprit distingue comme nom et forme. Ainsi, notre conscience devient la substance et le matériau qui forment tout. Ce processus de transformation de l'esprit nous permet de voir que toutes les formations de l'esprit et du corps ne sont pas simplement des images reflétées dans la conscience, mais elles sont réellement des substances. Plus notre conscience se développe, plus elle donne forme à ces substances et elles deviennent la réalité du monde. Ainsi, la séparation entre le soi et le monde est guérie et nous comprenons que derrière le nom et la forme, il y a une véritable puissance de conscience qui répond à quelque chose de contenu mais non manifesté dans le silence. En résumé, cet exercice nous invite à prendre conscience de l'unité présente en tout, à la fois comme essence unique et comme forme multiple. En nous connectant à cette réalité, nous transformons notre perception de nous-mêmes et du monde, reconnaissant que notre conscience est la substance créatrice de tout.
Dans cet extrait, il est souligné que lorsque l'intelligence artificielle, IA, regarde une fleur, elle ne voit que des points de lumière équivalents à ceux des feuilles et de l'espace vide. Tout cela forme un écran plat sur lequel se trouvent des motifs de couleurs. L'IA doit apprendre à identifier et à séparer ces motifs pour leur donner le nom de fleur. Cependant, l'auteur souligne que derrière ce nom se trouve une vraie puissance de conscience, une réalité de l'être conscient qui fait que la fleur est ce qu'elle est. Cette puissance se manifeste à travers l'expérience de soi dans le silence, où le Brahman, l'être suprême, s'expérimente lui-même en tant que fleur, feuille, arbre, montagne, océan, planète, galaxie, univers, etc. Tout dans l'univers est ainsi une perception de soi-même. La réalisation de soi ne se limite pas à une seule forme, car dans le silence du Brahman, tout est déjà potentiellement présent. La fleur existe dans le silence avant de se manifester en tant que forme réelle. Quoi qu'il en soit, le silence reste inchangé et libre de toutes les manifestations. L'auteur explique que la souffrance et l'imposition des noms et des formes laissent place à l'être éternel qui se déploie dans un devenir infini. Toutes les existences seront perçues par la conscience du yogi comme des formes de l'âme et non seulement des formes idéales. Cela signifie que le yogi perçoit l'âme même des choses, derrière leur simple apparence. Dans cette compréhension profonde, toutes les formes deviennent des révélations de l'âme. Dans cette prise de parole, il est dit que la conscience dans laquelle nous vivons reflète ce qui se passe autour de nous. Les personnes qui réfléchissent profondément cherchent à comprendre le sens caché derrière les paroles et les actions des autres. Lorsque nous commençons à ressentir la présence divine en nous, nous commençons également à la percevoir en tout et en chacun, car nous vivons selon cette valeur. En vivant dans la conscience du Brahman silencieux, nous commençons à expérimenter comment cette conscience se déploie et devient tout. Tout dans l'univers est vu comme une manifestation de l'âme. Pour le percevoir pleinement, il faut descendre jusqu'à la profondeur de notre âme. Alors, tout devient transparent et nous pouvons reconnaître la transparence chez les autres. Il est dit que la conscience dans laquelle nous vivons détermine comment nous percevons le monde et que tout dans l'existence est une forme de la divinité elle-même. Ainsi, notre expérience du monde est complètement différente lorsque nous la vivons dans un esprit de divinité. Le texte traite de la réalisation du soi et de la conscience cosmique. Il explique que nous devons nous connecter plus profondément à notre essence et reconnaître que toutes les formes de l'existence sont en nous. Il mentionne également que chaque tradition a des notions similaires de cette vision de l'unité, et que nous devons retrouver cet équilibre pour guérir et évoluer en tant qu'humanité. Il propose une démarche graduelle mais souligne que certains peuvent atteindre cet état dans cette vie, ce qui en fait la pointe de l'évolution pour l'humanité. Enfin, il aborde le concept de la conscience cosmique et explique que lorsque nous abandonnons notre ego individuel pour cette expérience plus vaste du soi, nous nous unissons à la conscience cosmique. L'auteur décrit cela comme une étape de transition vers l'expérience de la conscience cosmique, qui sera développée dans le chapitre suivant. Dans l'expérience de la conscience cosmique, il existe des degrés de gradation plus fins et des dimensions plus complètes que l'on peut maintenant explorer à partir de vendredi prochain. Nous avons donc franchi le temps, mais cela en valait la peine pour achever le chapitre. Si vous avez des commentaires ou des questions, nous pouvons les aborder ensemble.